Il est temps de sortir progressivement de ce grand format proprement européen que nous ont offert nos différents intervenants et je les remercie encore pour avoir pris de leur temps précieux pour sortir du confinement, y compris à l'échelle nationale. Maintenant, rien ne nous empêche d'y revenir pour des nouvelles qui peuvent être par ailleurs tout à fait intéressantes et rassurantes sur la vitalité de notre état de droit, à commencer par celle de la justice républicaine pour laquelle trois de nos intervenants nous ont proposé une intervention sous la forme d'un trio que je vais laisser le soin à Serge, comme premier de ses représentants, de nous décrire brièvement. Alors, merci Marc. Comme tu sais, Cédric Herrou a été relaxé cette semaine par la Cour d'appel de Lyon après un deuxième procès. Deuxième procès qui est venu suite à une QPC. QPC que Zia connaît bien, qui est aussi lié au cabinet Spinozzi, notamment à Nicolas Hervieux. Et je me rappelle une conférence à Nanterre dans laquelle on était réunis, une conférence de rentrée dans laquelle Marc Toulier a intervenu notamment sur cette QPC. Donc c'est la QPC 2018, 717-718 du 6 juillet 2018, Cédric H., qui a consacré la fraternité qui est inscrite dans notre Constitution et une liberté qui va avec, qui est la liberté d'aider autrui, même s'il est en séjour irrégulier. Et on va tous les trois, pour fêter ça, puisque, comme tu l'as compris, on a les défenseurs, alors pour Zia depuis pas mal d'années, parce qu'il a un long passé judiciaire, Cédric Herrou, il a été pas mal poursuivi par la police. Donc Zia a été l'avocat historique de Cédric Herrou, il a mené le combat jusqu'au bout, jusqu'à la cour d'appel. Sabrina a aussi assisté Cédric dans plusieurs procédures, si je me rappelle bien. Et donc tout ça, c'est grâce à cette question prioritaire de constitutionnalité. Donc moi, je vais d'abord célébrer rapidement la liberté. Sabrina parlera de l'égalité et Zia parlera évidemment de la fraternité. Alors sur la liberté, je l'ai dit, la fraternité a pour corollaire une liberté, la liberté d'aider autrui, y compris à titre humanitaire. Et on connaît bien cette liberté actuellement, puisqu'on a tous été privés de liberté pendant plusieurs semaines sur décision du Premier ministre. Et même le Conseil constitutionnel s'est rendu compte, dans sa fameuse décision du 11 mai, tant attendue, que être enfermé plus de 12 heures par jour chez soi, pendant une période de 15 jours, enfin plus de 15 jours qui plus est, c'était une privation de liberté qui justifiait l'intervention de l'autorité judiciaire. Donc on connaît très bien ce problème de liberté qui est assez connue, même en droit administratif, le Conseil d'État, depuis 1917, ces ministères du gouvernement nous disent très clairement que la liberté, c'est le principe et que la restriction de police doit être l'exception. Et donc, cette liberté est inscrite au tout début de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, certes, dans l'article 1er, il y a une référence à l'égalité, et Sabrina le rappellera, mais je rappelle que dans l'article 1er de la Déclaration, c'est les hommes naissent et demeurent libres avant qu'ils soient égaux en droit, et que parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, on cite d'abord, avant la propriété, avant la sûreté et la résistance à l'oppression, la liberté, qui est définie à l'article 4 comme étant ce qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et les bornes ne peuvent être fixées que par législateur. Je fais remarquer à mes amis européanistes que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il faut tourner beaucoup de pages pour trouver la liberté. Il faut attendre l'article 5 pour avoir cette référence à la liberté comme un droit. Alors après, il y a plusieurs fois la liberté dans les articles 9, 10, 11, mais à chaque fois, c'est des libertés qui sont restreintes, contraintes, qui ont des restrictions, alors que la liberté de l'article 66 de notre Constitution, c'est la liberté individuelle qui est confiée au judiciaire et qui, à l'origine, en 77, était un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Alors, j'en viens à Cédric Herrou avant de passer la parole à Sabrina. Vous avez peut-être vu ce documentaire de Michel Toesca qui nous a filmé d'ailleurs pendant le procès à la Cour d'appel. Et ce documentaire s'appelle Libre. Il ne s'appelle pas Solidaire, il ne s'appelle pas Fraternel, il s'appelle Libre. Et pour avoir fréquenté Cédric Herrou à plusieurs occasions, j'ai pu constater que c'était un homme libre et c'était son moteur, à mon avis. C'est-à-dire, alors certes, il aide les sans-papiers par solidarité parce que c'est son éducation. Il a souvent rappelé, sa mère lui a confié, depuis toujours, lui a dit qu'il fallait aider les autrui, quoi. Mais il agit surtout par liberté parce qu'il a cette idée que
les personnes qui recevaient dans sa ferme, les demandeurs d'asile et les mineurs isolés, devaient bénéficier d'une liberté, la liberté, par exemple, de demander l'asile à la préfecture, ou pour les mineurs, la liberté de pouvoir être protégés par l'aide sociale à l'enfance. Et puis, il définit une liberté qui est essentielle pour moi, et je vais finir là-dessus, la liberté de circulation, qui est peut-être la maltraitée de notre Déclaration des droits de l'homme, puisqu'elle n'y figure pas, la maltraitée aussi de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elle est définie bizarrement, on a le droit de sortir et pas de rentrer. Et donc, je pense que Cédric est un des partisans de cette liberté de circulation. Mais aussi de l'égalité, et Sabrina va pouvoir illustrer en quoi Cédric et le combat contre le délit de solidarité, c'est aussi un combat pour l'égalité des droits. Alors, tout le monde n'a pas la chance ce soir d'être la belle liberté ou la chaleureuse fraternité. Moi, je suis l'incomprise, la torturée, la malmenée du trio républicain. Je suis pour certains un vœu pieux, un espoir déçu, une promesse inatteignable. Et on a vite fait de me traiter de chimère. Pour d'autres, je suis l'ennemi de la liberté, celle qui rabote l'homme dans tout ce qui fait son originalité. On me dit uniformisation, indifférenciation, égalitarisme. Et c'est vrai qu'en mon nom, on a instauré des sociétés malades et on a commis des crimes abominables. J'ai été si souvent dévoyée. Et pourtant, à bien y regarder, je ne suis ni une utopie vaine, ni la promesse d'un totalitarisme. Je suis un chemin, un combat, une lutte permanente pour atténuer l'injustice d'être mal né, mal fichu, mal en point, différent. Je suis un parcours exigeant, parsemé d'embûches, celui d'une quête pour redonner une chance à celui qui n'en a pas eu, pour conserver sa dignité à celui qui pourrait la perdre. Je suis une route sur laquelle un passeur d'humanité s'est battu pour aider ses inégaux en droit. Ceux qui sont arrivés chez lui après avoir failli mourir noyés en Méditerranée, asphyxiés dans un camion ou crevant de soif sur une route du Soudan. Alors oui, ce verdict de Lyon nous a soulagés, il nous a fait plaisir. Mais il n'a visiblement pas fait plaisir à tout le monde, agitant la fachosphère jusqu'à ses membres les plus éminents, et notamment l'inénarrable Thierry Mariani, qui a tweeté « Cédric Herrou relaxé, une fois de plus, la justice prend le parti de ceux qui soutiennent les clandestins et violent les lois de la République. La France a un vrai problème avec sa justice censée rendre ses jugements au nom du peuple français. » Alors clairement, nous ne sommes pas tous égaux devant la dignité, l'intelligence et la connaissance du droit. Et puisque la République, c'est l'égalité, et surtout pour moi, vous l'aurez compris, l'égalité des chances, il est temps que notre système universitaire offre à ceux de ses élus qui ne connaissent pas les lois de la République, qui n'ont pas été informés de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, ceux qui ne savent pas qu'il est pénalement répréhensible de jeter publiquement le discrédit sur une décision de justice, eh bien, il est temps d'offrir à ceux-là, à l'occasion de cours du soir, car on les imagine très occupés d'excellentes formations. Ils se trouvent d'ailleurs dans le sud-est de prestigieuses facultés, que ce soit Montpellier, Aix ou Nice, et d'excellents professeurs pour leur enseigner tout ça, car comme disait Joseph Pagnol à son petit Marcel, il ne faut jamais perdre une occasion de s'instruire. À bon entendeur. Alors, le père de la fraternité inscrite dans notre Constitution. Le père, c'est beaucoup dire. Bon, d'abord, moi, effectivement, j'ai sans doute le mot qu'on va dire le plus facile, puisque c'est chaleureux, comme dirait donc Sabrina. Et après ce plaidoirie, en tout cas, de Sabrina, je ne sais pas quoi dire de plus. Simplement, sur la fraternité, une chose très simple. La fraternité, pour moi, c'est le trait d'union qu'il y a entre liberté et égalité. Et c'est le trait d'union que Cédric, par exemple, pour son combat, a voulu être entre un État qui était sourd et puis des demandeurs d'asile, en l'occurrence, qui avaient un droit et qui voulaient faire valoir leurs droits. C'était ce trait d'union qui ne pouvait pas exister a priori. Et donc, il a fallu se battre pour faire comprendre que la devise de la République comprenait de la liberté, égalité, mais aussi fraternité. Alors, fraternité, on dit que c'est chaleureux, certes, mais c'était une notion qui n'existait pas dans le droit national et de façon assez surprenante, alors que la devise, c'était liberté, égalité, fraternité. Et je dois dire que même pour moi, quand au départ, nous avons commencé à parler de cette notion, parce qu'il y avait des évidences, c'est-à-dire que depuis le début, on savait qu'une personne
qui aidait quelqu'un, eh bien, c'était totalement normal. Je dis toujours, moi je suis égoïste, mais laissons faire les personnes qui ne le sont pas. Et en l'occurrence, il a fallu donc intervenir. Aujourd'hui, la fraternité qui a été consacrée par le Conseil constitutionnel représente deux volets, si on veut. Il comprend à la fois le côté solidaire qui est prévu par le préambule de la Charte sociale européenne, mais également le côté individuel, c'est-à-dire cette liberté, ou interindividuelle, si on veut, cette liberté d'aider autrui. Donc, c'est en cela que ça a son importance. C'était important que ça soit souligné. Ce qui vient par la suite et que nous avons vu dans les décisions de la Cour de cassation, etc., qui sont soi-disant la suite de cette fraternité, je pense qu'aujourd'hui, il faut se saisir de cette notion un peu plus en faisant appel sans doute à la thèse de Michel Borghetto, puisque si on parle de paternité, c'est quand même la personne qui, en premier, en 93, en a parlé, et que moi-même, j'avais pas lu la thèse avant, mais que j'ai découvert par la suite en allant devant le Conseil constitutionnel. Eh bien, je pense que en tout état de cause, cette notion qui est la fraternité qui passe par les demandeurs d'asile, je pense que c'était la seule voie possible pour permettre, dans un premier temps, de faire entrer cette notion. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, c'est vrai que l'heure tardive fait que je n'ai pas préparé de notes autres que ça, mais voilà ce que je voulais dire sur cette notion, puisqu'on m'a demandé d'intervenir. Merci beaucoup à vous trois. C'est pas tous les jours qu'on a un trio pour honorer le plateau du Late Late Show. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait briller de mille feux ces valeurs pour lesquelles vous vous démenez. Et que pour ma part, j'avais juste la passivité tranquille d'avoir derrière moi. Je vous garantis que ces éléments seront, comme les précédents, pleinement intégrés à notre émission et que vous pourrez en faire profiter vos chers collègues et confrères, consoeurs, en toute confraternité, bien évidemment.